Salam alaikum Azoul, bonsoir. Un autre Algérien vient de mourir, loin de sa chère patrie, mort en exil. De son vivant, il ne pouvait pas rentrer dans son pays. On avait refusé de lui délivrer un passeport. Le professeur Messoud Ouziala est mort ce matin, à l'aube, dans son sommeil, parti en douceur, avec cette discrétion, cette pudeur, cette réserve qui le distinguait si bien. Il est mort en exil, loin de cette terre qu'il aimait et pour laquelle il avait tant souffert. Quand je me suis rendu à son domicile tout à l'heure avec mes collègues pour présenter nos condoléances à sa famille, j'ai ressenti une immense amertume. Quelle tristesse, quelle immense solitude dans cette maison et autour d'elle. Quelle est cruelle la mort en exil pour nous, Maghrébins, qui sommes si exubérants, si chaleureux, qui savons si bien entourer la famille en deuil, qui savons lui prodiguer de la chaleur, de la présence. Dans le domicile mortuaire du professeur Ouziala, quelques parents et quelques-uns de ses amis, silencieux, les yeux baissés. Des sanglots étouffés de femmes éplorées nous parvenaient. Messoud Ouziala, professeur de médecine en néphrologie, a dû quitter son pays, la mort dans l'âme, pour se réfugier en France et pouvoir y exercer son art sans être inquiété chaque jour par des soudards brutaux. Il n'avait pourtant commis que le crime d'avoir été élu par ses compatriotes de Ain Taïa, cette ville où il était né, où il vivait. Le 12 juin 1990, dans les premières élections réellement libres du pays depuis son indépendance. Les électeurs de Ain Taïa allaient investir leur confiance en ce médecin dévoué qu'ils aimaient et qui les aimait. En devenant maire de cette petite ville, il ne savait pas qu'il venait d'entrer désormais dans les noires tablettes du régime. Un mois après le coup d'État de janvier 1992, il est arrêté et incarcéré pendant 4 ans, sans jugement, dans un camp de concentration du Sud. 4 longues années de souffrance. À sa libération, il reprend son travail de médecin et il est placé sous contrôle judiciaire. Il devait émarger chaque jour. En 1997, il a été enlevé de chez lui en pleine nuit par ces escadrons de la mort qui s'étaient spécialisés dans l'enlèvement, la séquestration, la torture et l'exécution sommaire. 20 000 personnes ont été victimes de ces méthodes et n'ont plus reparu. Messoud Ouziala ne dut son salut qu'au courage de sa mère, El Hajja, une ancienne moujahda qui n'a pas froid aux yeux. Quand les ravisseurs le firent sortir de la maison pour le jeter dans leur voiture banalisée, El Hajja monta à la terrasse et lança une rafale de youyou qui fit sortir tous les voisins qui purent voir donc les ravisseurs et même les identifier. C'est cela qui permit à Messoud Ouziala d'être relâché 2 semaines plus tard. Craignant pour sa vie, il n'eut plus d'autre choix que de se réfugier en France. Pourtant, malgré tout ce que ce régime lui a fait subir, malgré la perte cruelle d'amis qui lui étaient chers, malgré cet exil forcé, Messoud Ouziala ne se laissa jamais happer par les griffes de la haine. Il a continué jusqu'à ses derniers jours à appeler les Algériens à se réconcilier, à exhorter le régime à aller vers une dynamique de vrai pardon, mais après que toute la vérité soit connue des Algériens. Messoud Ouziala était un homme de paix, un médecin de haut vol, dont la compétence était unanimement reconnue par ses confrères français. Un bon père de famille, un fils aimant. Et à travers lui,
nous voulons rendre un hommage à tous nos compatriotes morts dans l'amertume de l'exil, loin de leur nid natal. Je veux en citer quelques-uns de ces chers patriotes, de ces chers compatriotes. Pardon de ne pouvoir tous les citer. Les Algériens enrôlés de force dans l'armée française, morts loin de chez eux, dans des guerres qui n'étaient pas les leurs. Les Algériens émigrés en France et ailleurs qui s'étaient exilés pour assurer la survie des leurs. Les opposants au régime d'Alger morts ou assassinés par le même régime loin du pays à qui ils avaient tout donné. L'émir Abdelkader Ben Mahieddine, les exilés de Nouvelle-Calédonie et de la Guyane, Messali El-Haj, Mufdi Zakaria, Mohamed Khidr, Karim Balqasem, Abban Ramadan, Ali Msili, Sheikh Al-Hasnawi, Mohamed Darkoun, Mohamed Dhib, Katib Yassine, Asia Jabbar, Rachid Mimouni, Jean Amrouche, Slimane Azzam, Houssine Ait Ahmed. Les Algériens morts en France lors des manifestations d'octobre 1961. Les Harraga morts en mer. Les étudiants morts dans la détresse. Et tous les anonymes morts dans la solitude, loin de la patrie. La mort dans l'amer exil, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui qui a été donc principalement motivée par le décès subi de notre ami, de notre cher compatriote, le professeur Messoud Ouziala, décès survenu ce matin à l'aube. Et donc, nous voudrions parler de lui, mais aussi de tous les Algériens morts en exil, loin de chez eux. Et pour en parler, nous avons ici sur le plateau Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, Hassan Hirish, docteur en sciences économiques, avec nous en Skype depuis les États-Unis, Anwar Haddam, et au téléphone depuis Alger, Abdou Sammar. Merci à vous quatre d'être avec nous. Nous allons commencer par Anwar Haddam, qui connaissait très bien Messoud Ouziala, le professeur Messoud Ouziala. Anwar Haddam, merci d'être avec nous. Anwar, merci. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, quelques mots au sujet du professeur Rabbi Yarhamou. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, ماذا بينا باش نقدموا الترحم عليه، نترحموا عليه ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يترحمه ويتغمده في رحمته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et nous prions Dieu pour qu'il donne de la patience à sa famille. Anwar Haddam, il est dans nos traditions, quand on rend hommage à un des nôtres, de lire la Fatiha. Vous voulez la lire pour l'âme du disparu?
Euh, oui, bien sûr, mais tout en sachant que ça n'a pas de mal, ça ne fait pas de mal de la lire, mais ça ne fait pas partie de notre religion. Mais Jazakallah khair, merci pour ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc nous prions Dieu pour qu'il يترحموا ويجعلوا مع الصديقين والشهداء والصالحين, et aussi pour qu'il donne de la patience pour sa famille et à ses amis, et et à ses enfants, qu'il leur donne le wisdom de يترحموا عليه. Nous savons très bien que selon le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فيما معناه, lorsque quelqu'un passe, lorsque quelqu'un meurt, parce que nous allons tous mourir un jour ou un autre, toutes nos actions, tous nos faits seront terminés, il n'y a plus d'action, sauf sur trois choses. Et l'une de ces choses, c'est que lorsque nos enfants, garçons ou filles, nos enfants, يترحموا علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أبناءه إن شاء الله وذريته الصالحة أنت تزيد يعني تترحم عليه إن شاء الله. Mais je voudrais aussi dire que, si vous permettez, je ne sais pas combien de temps j'ai ici, mais je voudrais aussi, et je vous remercie Jamaldine pour votre introduction, elle a été excellente, mais je voudrais en complémentarité, je voudrais parler du fait que l'akh, le docteur Massoud, était vraiment l'exemple, c'est l'exemple de la tragédie nationale. Elle est exemplifiée en son histoire. Cette tragédie qui a causé le massacre de toute une génération. Nous étions tous des jeunes, intellectuels, qui ont été élus par notre peuple et on voulait participer à la construction de notre pays. Non seulement qu'on nous a privés de servir notre peuple et notre pays, et c'est ça Massoud Ouziala et toute cette génération de cadres de l'Algérie, de cadres qui n'ont que le dhanb ntaahum, c'est d'avoir été élus par le peuple, d'avoir été élus par le peuple en tant que membre d'un des courants algériens, le courant islamiste. Oui, il faut le dire. Il est temps de crever ces tabous afin que si nous sommes vraiment conscients de ce qui se passe, vraiment ce que représente Massoud, c'est cette génération de jeunes, toute une jeunesse qui a été brimée. Et non seulement qu'on a privé de servir le pays, lui il a été élu comme maire de Ain Taïa, c'est l'un des maires, il y a eu beaucoup, il y a eu des centaines, il y a eu des élus au Parlement, etc., qui ont été brimés, ils l'ont mis 4 années en détention à Regan, là où il y avait les essais nucléaires français. 4 années, pour rien. De février 92 à décembre 95. Un jeune cadre, un jeune médecin, un jeune chirurgien, la seule الذنب الذي كان عنده, c'est le fait d'être un élu du peuple. Et que le peuple a choisi une nouvelle génération pour gérer les affaires du pays. Et après ça, non seulement après une année qu'il a été réélu, il a été aussi parmi les Mukhtatafin. En début de 97, c'était le mois, je ne me rappelle plus de quel mois, pour 3 semaines. Mais heureusement, alhamdoulilah, que la famille, etc., et les proches se sont fait bouger avec les organisations internationales. Il y a tout un rapport sur lui. Anwar Haddam, moi c'est sa mère en personne qui m'a raconté, en sa présence d'ailleurs, Rabbi Yarhamou. Il m'avait invité chez lui, ici à Paris, à manger. Et il m'avait parlé de cet enlèvement en 97.
Sa mère m'avait dit, j'ai vite compris que s'il partait sans être vu par les voisins, je n'allais plus le revoir, parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train d'enlever à bras raccourcis, et tous ceux qu'ils enlevaient ne reparaissaient plus. Alors elle est montée à la terrasse, et elle a poussé des youyou, tous les voisins sont sortis, et ils ont vu les policiers, ils les ont interpellés, ils les ont identifiés, donc il n'était plus possible de le tuer. C'est lui-même qui me l'avait raconté, et sa maman. Oui, justement c'est ça. Et c'est ça, justement. Et là, je profite de cette occasion, parce que pour faire rappeler ce qu'a dit l'un de vos invités, c'est Benouari, qu'il regrette le fait qu'ils ont accepté. Oui, Benouari avait regretté de s'être... Parce qu'il était ministre à l'époque, il a dit « Nous avons accepté la dictature des chars ». Mais, Anwar Haddam, moi, ce que j'aimerais en cette occasion, cette triste occasion, c'est d'être un peu dans l'esprit de Mas'oud Ouziala, Rabbi Rahmou, qui était presque dans le pardon, qui était presque dans... La seule chose qu'il exigeait était la vérité, que toute la vérité soit faite. Il le disait souvent, il disait, moi j'aimerais que nous soyons tous jugés, d'ailleurs vous-même vous l'avez dit un jour dans cette émission même, qu'il y ait une vraie commission d'enquête qui puisse enquêter sur la responsabilité des uns et des autres. Mais j'aimerais que nous soyons un peu dans l'esprit de Mas'oud Ouziala qui essayait de faire, pas de tourner la page, mais de faire en sorte que nous puissions aller les uns vers les autres, de ne plus nous laisser manipuler, de ne plus nous laisser emplir de haine. Je comprends, Anwar Haddam, toute votre amertume. Vous êtes vous-même en exil depuis si longtemps, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Mais est-ce qu'il serait possible un peu de pouvoir aller vers le meilleur pour ce pays avant qu'il ne soit trop tard? Oui, je comprends, mais vraiment, si vous permettez, Akhi, si Jamal-Din, ça c'est une occasion, parce qu'au moins pour que sa mort dans ces conditions serve l'Algérie comme il a été toujours lui-même. C'était quelqu'un qui voulait tout le temps servir son pays, servir son peuple. Il faut que notre jeune génération, la nouvelle génération, parce que malheureusement, avec la manipulation de l'information, la manipulation de certains médias, ils ont voulu mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, il faut qu'ils comprennent qui est Mas'oud Ouziala, qui sont ces gens-là, ces élus de fils. On peut ne pas être d'accord avec un parti, et bien sûr, c'est ça la démocratie, la véritable démocratie, mais il y a des moyens démocratiques pour changer, si vous n'aimez pas un parti, mais pas avec les chars. Il n'y a aucune justification pour un arrêt militaire du choix du peuple algérien, pour qu'il y ait un coup d'État militaire. C'est ça ce que je voulais tout d'abord que les jeunes, notre nouvelle génération comprennent. Nous étions tous des jeunes. Peut-être je suis un peu moins jeune maintenant, comme Akhi Mas'oud Ouziala, mais nous étions des jeunes. Dans notre trentaine, dans notre quarantaine, on voulait construire notre pays. On était tous des cadres, on était tous des... Alhamdoulilah, on était des universitaires, etc. Et on pouvait vivre aisément. Mais on a voulu, parce que justement, c'est ça Mas'oud Ouziala. Avec cette bonté, avec cette rahma, cette merci. Et nous comprenons. Parce que nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala va tous nous juger. Que l'on croit en Dieu ou que l'on ne croit pas. Restez avec nous, Anwar Haddam. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons prendre Abdou Sammar qui est avec nous au téléphone. Abdou, merci d'être avec nous. Salut Jamal, mais je ne dirais pas que c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que l'occasion est finie. Et franchement, je suis sous le choc après la très très mauvaise nouvelle. Mais je l'ai rencontré il y a certainement à Paris, lors d'un anniversaire de Marie Libya. Nous en avions discuté très longuement, moi et lui, à propos de plusieurs sujets. Il était même question de l'interviewer par rapport à son parcours, par rapport à la question des études de Abdou, je me permets de vous interrompre. Le son n'est pas très bon. Je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, vous connaissiez très bien M. Ouziala. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Difficile. Mas'oud Ouziala, pour moi, d'abord quand je l'ai rencontré, quand il est arrivé à Paris, j'avais rencontré un homme qui tout de suite avait incarné pour moi la personnalité algérienne.
dans ses diverses dimensions. Il incarnait même, à mes yeux, quand je discutais avec lui pour la première fois, cet État algérien de la déclaration de novembre, et dans ses diverses dimensions également, c'est-à-dire cet État démocratique, social, dans les principes de l'islam. Il représentait cela. M. Ouziala était un homme comme j'aimais les hommes, les personnes. C'est-à-dire qu'il était, d'abord, c'est une valeur que j'apprécie énormément, il était pudique, très pudique. Très pudique. Il était modeste, d'une modestie incomparable. Médecin, grand médecin, professeur de médecine. Il était charitable, humain, pour ne pas dire humaniste. Par exemple, nous organisions à l'époque, à la mosquée, où je le rencontrais au moins une fois par semaine, c'est-à-dire le vendredi, nous organisions des circoncisions, oui, le mois de Ramadan. Lui, il venait, il y avait quelqu'un, un médecin aussi, qui venait opérer. Il était là, il aidait. Il aidait. Anwar Haddam parlait tout à l'heure de Caen. À ma connaissance, peut-être était-il au début à Argan, mais je sais qu'à la fin, il était à Oued-Namous. En tout cas, il a passé 4 ans. Oui. Et à Oued-Namous, on m'a rapporté ce fait parce que moi, je n'y étais pas. C'était ses amis à lui, des amis très proches. Un camion de soldats, des appelés, des réservistes, avait fait un accident. Je ne sais pas s'il y avait des morts, en tout cas, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de blessés. Il n'y avait pas de médecin dans le camp. Pas de chirurgien. On a appelé Msaoud. Qui a immédiatement installé un hôpital de campagne. Il a opéré, il a soigné les soldats de l'ANP. Qui le tenaient prisonnier. Oui. C'est tout cela, Msaoud. Un homme rieur, amical. Un fils du peuple. Et oui. Je vais vous raconter une anecdote. Quand il nous a invités à manger chez lui, professeur de médecine, reconnu ici en France, j'étais avec un autre ami. Alors, il nous avait invités pour un couscous, mais il nous avait dit non, mais il y a quelque chose d'autre d'abord. C'est le plat du jour, c'est le que je vous réservais, qu'on vous a fait avec amour, avec sa maman. C'est sa maman qui nous l'avait préparé. C'était quoi d'après vous? Garantetta. Nous allons voir un court extrait d'une de ses interventions, puis nous irons chez Abdou Soumar parce qu'il pourrait nous quitter avant sous peu, et puis nous revenons à notre ami Hassan Herj. De faire, il y aura très certainement, nous l'espérons, une ouverture un jour. Il est impossible que ça continue comme ça. Et les frères qui sont en train d'envahir l'espace Internet démontrent qu'on peut faire des choses. Bien sûr, c'est jamais facile. C'est toujours avec un courage, une abnégation. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas abandonner, il faut se battre. Il faut se battre. On n'a jamais rien gratuitement. C'est comme ça. Pouvoir, elle est vraiment, quand elle est vraiment une presse libre et indépendante. On a des exemples qui sont multiples, où on a fait tomber, où la presse a fait tomber des présidents en révélant certaines choses. À mon avis, c'est ça le vrai pouvoir de la presse, c'est quand elle est libre et indépendante. Dans un pays qui n'est ni libre ni indépendant, gouverné par des gens qui ont usurpé le pouvoir, il est certain que pour se pérenniser, il n'a aucun intérêt à avoir cette presse libre et indépendante. D'où la provision du nombre incalculable de journaux, mais qui ne disent absolument rien de la réalité des choses. Et moi, je suis franchement ébahi devant notre frère Abdou.
Je lui tire 1000 chapeaux pour ce qu'il fait et j'espère que ce sera comme ça et j'espère qu'on arrivera à quelque chose. Merci, M. Ouziala. Abdou Samar, vous avez entendu le professeur M. Ouziala vous rendre hommage? Franchement, Jamal, je suis sous le choc. Je ne m'attendais pas du tout à cette triste nouvelle. Je parlais avec notre ami sur WhatsApp il y a à peine 24 heures. Tout semblait bien. On avait même prévu un entretien ensemble sur la question des détenus de Gênes. On avait échangé nos points de vue. On a parlé. C'est tout simplement incroyable. Incroyable. Quand j'ai appris la mauvaise nouvelle tout à l'heure, un de mes collègues de Marais m'a appelé. J'étais tout simplement estomaqué. Estomaqué. Abdou Samar, Masoud Ouziala était dans une démarche, je ne dirais pas de réconciliation, puisque lui était tellement modeste qu'il ne voulait prendre aucune initiative qui puisse engager les autres. Mais il disait souvent, il faut que cela cesse, il faut que nous pardonnions les uns les autres, mais à une seule condition, que toute la vérité soit faite, pour que nous sachions la responsabilité de tout le monde, des uns et des autres. Est-ce qu'il vous a parlé de ça quand vous vous êtes rencontrés ici lors de l'anniversaire d'El Magharibia? Oui, parfaitement. On a parlé de ça et j'ai adhéré à cette démarche. Il était question de faire un travail ensemble pour établir la vérité, pour raconter aux jeunes Algériens qui n'ont pas connu le Saoud, ou la génération de Saoud qui n'ont pas connu le Gênes, qui n'ont pas connu les violences politiques, qui n'ont pas connu la question des disparus. Vous savez, Djemel, cette histoire-là, elle est occultée, elle est oubliée, elle est passée sous silence, elle est même effacée. Il y a des interdits énormes, il n'y a aucun travail historique qui a été fait. Au contraire, il y a un discours médiatique qui veut nous faire croire que ceci ne s'est jamais passé, tout ceci n'est qu'un complot, etc. Donc il faut absolument, le Saoud était pour moi l'un des ambassadeurs et des visages de cette histoire terrible de notre pays, dont nous portons aujourd'hui encore les traces. Parce que si nous n'arrivons pas à avancer, parce qu'on n'a pas réussi à faire la paix avec la décennie noire, on n'a pas réussi à tourner cette page, et on ne pourra pas tourner cette page, comme il disait lui, sans raconter la véritable vérité, toute la vérité, rien que la vérité aux générations futures. Restez avec nous, Abdou. Hassan Hirsch, vous qui êtes vraiment d'une toute autre mouvance. Vous êtes tout ce qu'on veut, sauf islamiste, bien au contraire. Vous les combattez, vous dites les combattre, mais de façon démocratique. Vous êtes ce qu'on a du courant plutôt séculier, hein, pour ne pas dire laïque. Vous vous assumez très bien. Et vous avez eu maille à partir avec certains de vos amis pour venir ici, El Magharibia. Ils vous reprochent d'aller vers les islamistes, alors que je crois qu'aucune chaîne de télévision algérienne ne donne la liberté de la parole et d'expression comme nous le faisons, et vous l'avez souvent reconnu, je vous en remercie. Mais j'avais remarqué que vous avez eu l'occasion de parler avec M. Ouziala, et vous sembliez de très bons termes, vous parliez. De quoi vous parliez avec M. Ouziala? D'abord, merci de m'avoir invité pour cette circonstance. Merci. Une circonstance extrêmement émouvante. Je vois mon ami Brahimi Younsi qui était totalement ému de la disparition du professeur Masoud Ouziala, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ici, à El Magharibia. Je ne le connaissais pas auparavant. Oui. Je l'ai rencontré sur les ondes d'abord, oui, à un moment où on avait une émission ici, oui, et puis qu'il était au téléphone. Une autre fois, on était sur le plateau ensemble, oui, et puis ce jour où il y avait l'anniversaire, etc. Oui. Voilà. Donc, ces moments, effectivement, m'ont fait comprendre qu'il y avait des hommes de l'autre côté, justement, quand vous parliez, M. Benchenouf, que je suis d'un autre bord, du moins du point de vue politique. Hein, oui, bien sûr. Parce que tout le reste, évidemment, nous relie. Bien sûr. Nous sommes la même famille algérienne, nord-africaine. Eh bien, effectivement, j'ai découvert que nous étions auparavant sur des clichés les uns les autres, sur des présupposés, sur des représentations
particulièrement déformé, parce qu'il y avait le prisme déformant du pouvoir qui nous a séparés, qui nous a mis sur des droites parallèles, les uns marchant sur l'une de ces droites, les autres marchant sur Destinés à ne jamais se rencontrer. Absolument. Donc, le travail d'ailleurs fait par Al-Maghrabia dans ce sens-là est absolument salutaire pour notre pays. Pourquoi? Parce que précisément avec des hommes comme celui qui vient de disparaître, il est extrêmement aisé de se dire, eh bien, finalement, on est entre Algériens, on a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Lors même que chacun sait qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. C'est-à-dire que même dans une famille politique, même dans une famille biologique, eh ben, on ne peut pas être d'accord sur tout. Et donc, je voudrais exprimer toutes mes condoléances à sa famille. هذا فلس يعفو ربي هذا فلس يرحم ربي هذا ربي يغسانيس ذي الجنة هذا ربي روحي ساتي نسمكتاي ذكويني الهان. Vous aviez donné tout à l'heure une liste très variée d'hommes et de femmes qui sont morts dans l'exil parce qu'il nous a permis... Artistes, politiques, écrivains, un peu de tout. Professeur Moussaoud Ouziala nous donne l'occasion, même en mourant, de nous réconcilier, de nous retrouver. De nous retrouver. C'est un moment de communion. Je voudrais juste rajouter quelques noms. Oui, bien sûr. Quelques noms à cette triste... Ibrahim Younsi aussi voilà, cette triste liste, justement, de nos frères morts en exil. Voilà, de personnes mortes dans l'exil par la faute d'un pouvoir qui n'a pas voulu ou qui n'a pas su donner aux enfants d'Algérie de vivre dans leur propre pays. En dehors de ce que vous aviez cité, je pense particulièrement à Nabil Fers, écrivain, journaliste. Je pense au grand chanteur Cheikh Arabo Isgaren. Je pense à la chanteuse Hanifa, qui est morte ici à Paris, qui a été rapatriée grâce aux efforts de Kamal Hamadi, que je salue au passage. Je pense à Abdelkader Miksa, lui-même un artiste. Je pense à Zarouk Alaoua, qui est enterré ici au Père-Lachaise. Et vous avez évidemment, je pense aussi à la chanteuse Zohra, qui est morte avec Mustafa Aouchiche dans un accident de voiture, alors qu'ils sont allés pour un concert populaire à Lyon. Et je voudrais revenir sur Ali Messili. Oui. Ali Messili qui est mort non seulement dans l'exil, mais assassiné par les siens, assassiné par les services algériens. Un Ali Messili qui était disponible comme on ne peut pas imaginer. C'est l'avocat des pauvres. C'est l'avocat des pauvres. Son cabinet ne désemplissait pas de gens qui n'avaient pas les moyens de prendre un avocat. Au point où, et Brahim Younsi le sait très bien, où il a créé une maison qui s'appelle la Maison Bleue, qui est un centre de consultation polyvalent, où il a rassemblé des médecins, des psychiatres, des assistantes sociales, des juristes, avocats, etc., pour venir en aide gratuitement à la communauté émigrée. Et on ne le dit pas assez. Et dans le 20e. Donc, Ali Messili a créé la Maison Bleue, qui était un lieu où venaient les Algériens. Et je suis sûr que M. Ouziala aurait apprécié qu'en cette occasion où on lui rend hommage, nous associons à ce même hommage des gens comme Ali Messili, comme Karim Belkacem, comme Mohamed Arkoun, comme Mohamed Dib, un peu tous nos frères morts en exil, qui ne sont pas des mêmes bords politiques et idéologiques, mais qui tous sont frères. Et là, le petit extrait du professeur Ouziala, Moussaoud, c'est extrêmement important. Un petit extrait, je vais, si vous permettez, juste ce que j'ai retenu comme mot qui sortait de sa bouche, et de façon spontanée. Dans une de ses phrases, il a parlé d'espoir. Là. Il a parlé d'ouverture. Je reprends ces mots tels quels.
il a parlé de faire des choses pour l'Algérie. Oui. Il a dit courage. Il a dit abnégation. Et il a dit presse libre. En quelques petites phrases, c'est tout un programme. Oui. Pour que Et quelle générosité. Voilà, j'en ai la chair de poule. Oui. C'est tout un programme Oui, c'est vrai. que dont l'Algérie a besoin pour sortir de l'impasse dont elle est plongée par des personnes qui aujourd'hui détiennent encore le haut du pavé. Je terminerai Oui, juste oui, par oui, oui, bien deux, sûr. 3 phrases, si vous permettez. Traditionnellement, dans notre société, la mort est toujours un moment où on se rencontre, où les fâcheries sont mises de côté, Exact. où on se réconcilie, où on s'embrasse, etc. Donc, le professeur Mesroud Ouziala nous donne cette occasion à travers Al-Maghribiya. C'est aussi, traditionnellement, avec la veillée funèbre, un moment, justement, pour montrer qu'une personne défunte a des valeurs. Et le moment, justement, de la veillée funèbre, c'est pour transmettre les valeurs du défunt vers les personnes qui sont présentes, vers les vivants. Et cette transmission transgénérationnelle est extrêmement importante. Et donc, les jeunes qui nous entendent, et les jeunes aussi qui participent à cette émission, comme Abdou Soumar, auquel je rends vraiment hommage. Quel courage, quelle intelligence et quel espoir pour l'Algérie. Merci, Abdou Soumar. Et donc, pour que nous ne reproduisions pas le scénario de la violence, le scénario de, comment dire, où on se désigne les uns des autres comme ennemis, il faudrait que les gens de bords différents se parlent. Moi, je rêve d'un dialogue, pas forcément médiatique, pas forcément médiatisé, entre Abbassi Madani et Saïd Saadi. Ce serait une façon de revenir un peu de dire sur nos traces que et de repartir. Nous avions des représentations, que nous étions les uns et les autres sur des droites parallèles et qu'il est possible aujourd'hui de se parler. Et de reconnaître chacun ses erreurs. Absolument. Mais aussi de reconnaître le travail qu'ils ont fait de positif pour l'Algérie. Absolument. Alors, je vais vous donner, il nous reste 12 minutes. Alors, c'est juste pour compléter la liste. Et puis, je vous donne la parole et nous allons faire un dernier tour de micro. Je vais commencer par là où a terminé Hirsch, oui. C'est-à-dire Messili. Dans l'affaire Messili, il y a eu 2 morts, c'est-à-dire Messili et Khalid Derbal, qui enquêtaient, qui étaient très proches de Messili, et qui enquêtaient, et qui a été assassiné. Et dont nous ne parlons jamais. Et qui était membre du mouvement pour la démocratie en Algérie. Oui. Donc il a travaillé longtemps avec nous. Et puis... Des noms peut-être. Je notais Nabil Fares. Oui. Hassan Hirsch l'a dit. Des hommes pour lesquels, personnellement, j'avais une grande admiration parce qu'ils avaient un grand parcours d'opposition. Donc je parle des opposants. Oui. Quelqu'un comme Rachid Sfaraoui, je ne sais pas si tu l'as connu. Oui. Rachid Sfaraoui qui était un compagnon de crime. Nous allons juste énumérer les noms parce que nous n'avons pas le temps de... C'est pour les situer et qui nous avaient rejoints. Il y avait Ahmed Amiri, que tu connais, qui était au FFS, qui était vice-recteur à Annaba. Il y avait Saïd Talb, qui était au Parti communiste. Tous morts en exil. Hein? Tous morts en exil. Saïd Talb, qui était au Parti communiste et qui nous a rejoints et qui était journaliste à La Voix du Nord. Il y avait, qui était mon collègue à la direction du MDA. Et il y avait également, j'en oublie, Barodi, qui était un militant et un ancien militant du Front de Libération Nationale, qui nous avait rejoints. Et d'autres encore. Mais ces gens qui sont morts en exil, souvent, qui ont dû quitter leur pays, ça veut dire... Je pense que je ne suis pas très sûr, je crois qu'il était rentré avant sa mort, Mohamed El Bidjaoui. Oui. Qui avait créé l'OCRA.
à l'étranger, qui, je crois, est mort en Suisse. Mohamed El Bjaoui. L'ancien responsable de la Fédération de France. D'accord. Oui. Qui est mort en exil. Mais ceux qui meurent en exil, qui sont morts en exil depuis la colonisation, hein, tous ceux qui ont été bannis, tous ceux qui ont été utilisés dans des guerres qui n'étaient pas les leurs, qui venaient ici faire du travail de mineurs. Il y a quelqu'un d'autre qui me vient à l'esprit, Mourad Tarbouch, qui était aussi un des membres importants de la Fédération de France, qui a été assassiné, qui était en France, qui était un compagnon de crime également, et qui a été assassiné à Tunis. Mais aujourd'hui, j'allais dire presque l'hémorragie n'est pas en train de ralentir, puisque c'est de plus en plus, avec les haragas, c'est incroyable le nombre d'Algériens qui continuent de mourir en exil et fait nouveau, parce qu'avant, quoi qu'il arrivait, on se faisait enterrer, inhumer dans sa terre. Maintenant, les Algériens sont en train de découvrir qu'il vaut mieux enterrer les siens ici, puisque leurs familles sont là. De plus en plus de gens de chez nous qui font enterrer leurs morts ici en France, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Nous allons donner la parole à Anwar Haddam. Nous faisons un dernier tour de micro. Anwar Haddam. Oui, oui. Alors, au sujet de tous ces Algériens qui sont en exil, comme vous-même, qui ne souhaitent que pouvoir rentrer dans leur pays et qui sont confinés à rester loin de chez eux, où on leur refuse simple délivrance d'un passeport, qui est de leur droit le plus absolu. Je suis moi-même dans ce cas, on refuse de me remettre un passeport. Et des centaines de milliers de nos frères qui, parfois de guerre lasse, ne veulent même plus rentrer dans ce pays qui a été tellement dévasté à Anwar Haddam. Oui, en effet, c'est une situation tragique actuellement. Et l'histoire de notre pays depuis l'indépendance, et peut-être même durant la guerre de libération, il y avait des embryons, c'était il y avait des indications qu'on allait vers une véritable tragédie. Il y a pas de... Donc la question fondamentale, c'est que le pouvoir en place à Alger, c'est lui qui est la cause de toute cette tragédie actuellement. Moi, ce que je voulais dire avec toute... parce que les occasions, nous n'avons pas beaucoup d'occasions de nous adresser à la nouvelle génération, à cette jeunesse. Donc, notre seule fenêtre, c'est le Magharibiya. Donc, oui, nous avons toute une histoire de tragédie, mais vraiment, cette génération des années 90, Massoud Ouziala est véritable représentatif de cette tragédie, comme je l'avais dit au début. Donc, avec toute votre permission, je voudrais bien que nos jeunes, parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on entend Massoud, moi-même, ou Ali Belhaj, lorsqu'on appelle vers une véritable réconciliation, on appelle pour qu'on tourne cette page de cette tragédie après l'avoir bien écrite, etc. Il faut qu'ils comprennent d'où est-ce qu'on vient. Toute une génération qui a été décimée. Il faut se rappeler ce qui s'est passé dans les 3 premiers jours après l'interruption brutale et ce coup d'État militaire contre le choix du peuple. Ce n'était pas contre le fils. Si le FFS avait gagné, on aurait eu le même coup d'État. Ou s'il y avait Mehri, les réformistes du FLN qui avaient pris la majorité, ils auraient eu un coup d'État aussi, parce que ceux qui étaient en place ne voulaient pas qu'il y ait un changement, tel qu'un changement qui va dévoiler beaucoup de choses, parmi elles les accords secrets, les accords d'évian secrets, etc. Donc, il y a toute une génération qui a été brimée, qui a été massacrée. Donc, cette génération-là, elle appelle à tourner cette page, pour que nos jeunes comprennent notre appel, et qu'ils donnent cette valeur à notre appel, et qu'ils comprennent que il est temps, et même avec toutes ces revendications sociales, il est temps de les élever au niveau de revendications politiques, parce que le problème essentiel en Algérie, c'est le pouvoir en place et ses parrains, donc il est temps de tourner cette page. Bien sûr que nous sommes tous des universitaires, etc. Donc
Je vois que certains voient que lorsqu'on utilise certaines terminologies, ça c'est bizarre qu'un islamiste fait ceci ou cela, parce que justement, comme l'a dit votre invité, c'est Hirsch, yani, le pouvoir a tout fait pour nous diviser. Il ne nous a pas permis, il n'y avait pas un climat serein pour qu'il y ait un véritable débat national. Donc il est temps que tout un chacun accepte cette culture de diversité, accepte cette culture de pluralisme. Anwar Haddam, je permets de vous interrompre, mais je prends acte de ce que vous dites. El Maghrébia lance un véritable appel à toutes les bonnes volontés, tous ces hommes et toutes ces femmes qui souhaitent parler à cœur ouvert, d'aller au fond de leurs convictions, au fond de leurs idées, de tout dire, mais sans haine et sans rancœur. Marhaba bihem fil Maghrébia, qui viennent ici parler. Je vais donner la parole à Abdou Sammar, puis un dernier tour sur le plateau. Abdou Sammar, un dernier mot. D'abord, Jamal, moi je dois renouveler mes condoléances à la famille de Msoud. Je suis vraiment très peiné par cette disparition, encore une fois très brutale. Je renouvelle mes amitiés à toute la famille de Msoud et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, si on peut faire quoi que ce soit, on est là, on est présent. Nous sommes très touchés par leur malheur. Et s'il faut faire vraiment encore une fois quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Sinon, pour la page des années 90, moi je suis de ceux qui prônent ou qui préconisent un travail d'histoire. Il n'y a que l'histoire, que l'historiographie, que le journalisme engagé, le journalisme de qualité qui pourra vraiment nous permettre de penser ces blessures. Il faut qu'il y ait des documentaires, il faut qu'il y ait des reportages, il faut qu'il y ait des interviews. Il faut qu'on ait la possibilité de débattre de cette page, de notre passé, de notre mémoire en calme et avec tranquillité, pour qu'on puisse situer les véritables responsabilités pour que cela ne puisse jamais se reproduire. Merci Abdou Sammar. Hassan Hirsch. J'aimerais avoir aussi une pensée pour quelqu'un qui vient juste de partir, c'est Nordine Saadi, écrivain, journaliste. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette leçon que nous donne le professeur Msoud Ouziala, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ce soit les ministres, que ce soit les officiers, que ce soit les magistrats, que ce soit les walis, nous n'aimerions pas qu'il leur arrive ce qui est arrivé à ces exilés. Nous aimerions que la passation, que la transition en Algérie se passe de façon tellement fraternelle qu'ils n'auront pas besoin de s'exiler, qu'ils n'auront pas besoin de mourir à l'étranger. Nous aimerions que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui nous écoutent et sachent que notre but, quand nous parlons du changement, ce n'est pas pour qu'à leur tour, ils soient exilés. Ce n'est pas pour qu'à leur tour, ils soient réprimés. Ce n'est pas pour qu'à leur tour, ils soient emprisonnés. Pour qu'à leur tour, ils soient bastonnés. Non. Ce que nous voudrions, justement, c'est qu'il y ait tout simplement un changement dans la fraternité, dans l'intérêt de l'Algérie, et pour ne pas reproduire les scénarios de violence. Parce que nous avons ignoré ou occulté la violence entre le FLN et le MNA, que ça s'est reproduit de la même façon les années 90. Merci Hassan. Brahim Younsi. Oui. Évidemment, nous avons passé des moments extrêmement difficiles, de guerre, de sang, de violence. Les uns ont pris, il faut le dire, parti pour le coup d'État, il faut le dire. Bien entendu, on en a parlé ici, ce n'est pas rédhibitoire, oui. Mais qu'au moins nous nous disions la vérité les uns aux autres. Absolument. La vérité, tout simplement la vérité, rien que la vérité les uns aux autres, que chacun assume ses positions, c'est tout. Qu'il assume ses positions et puis, bon, les choses passent. L'amnistie existe. Absolument. Mais permettez-moi, parce que vous parlez de haine, moi j'ai toujours parlé de paix avec Msoud Ouziala pour revenir à lui. J'ai vu la paix et la réconciliation de mes yeux en 1982 entre Hussein Ait Ahmed et Ahmed Ben Bella. Je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu deux hommes qui étaient
en prison ensemble, qui se sont combattus et tombés dans les bras l'un de l'autre au congrès, dans un congrès à l'UNESCO, et qui se sont échangés leurs téléphones, leurs adresses, et qui ont fini par faire alliance ensemble. La réconciliation est donc toujours possible. Oui. Je suis obligé de vous interrompre. Je veux dire tout cela. Oui. Ce n'est pas Msaoud, mais pour parler de haine. Oui. Sincèrement, je n'ai jamais entendu, pourtant je me suis réuni avec lui des centaines de fois, Ben Bella parler en termes de haine à l'égard de quelqu'un qui l'a mis 15 ans en prison de Boumdine. Merci Ibrahim Younsi, merci Hassan Hirsch, merci Anwar Haddam, merci Abdou Semmar, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'aimerais juste pardon, dire à la famille de Msaoud Ouziala, Rabbi Yarhamou, toute ma sympathie, toute celle de tous mes collègues de la chaîne Al-Magharibiya, Al-Hajja, à son épouse, à ses enfants, à sa sœur, à toute sa famille. Et j'aimerais aussi dire aux familles de tous ceux qui trépassent en exil combien nous comprenons la douleur des leurs. Merci beaucoup. Bkhawal khair. هذا خذ ما غديني وضزرا الحباب ومرا غريب ذا براني ذي ثمورة مدن الوحش والمحاني اضرب بقراد